Merci Norbert et merci Costas aussi pour l'organisation de cette journée et pour m'avoir invité à venir parler effectivement des métiers du livre et des circulations mathématiques transatlantiques. Alors, métier du livre, j'ai été un peu embêté pour choisir le titre puisque le titre de la journée c'est les bibliothèques et les bibliothécaires. Et dans ma thèse, en fait, j'ai rencontré d'autres métiers que les bibliothèques et les bibliothécaires, en l'occurrence les libraires éditeurs. Et je vais essayer de montrer un petit peu comment ces métiers s'articulent par le prisme de la circulation, non pas forcément de la constitution des fonds de ces bibliothèques, mais par le prisme de la circulation des mathématiques entre la France et les États-Unis au tout début du XIXe siècle. Au XIXe siècle, les ouvrages d'enseignement et les journaux mathématiques constituent l'essentiel des sources imprimées sur lesquelles s'appuient les circulations mathématiques entre les États-Unis et l'Europe. De nombreux documents savants, rédigés et utilisés en Europe, participent de New York à Philadelphie, de Boston à Chicago, à la production d'ouvrages et de journaux américains neufs et originaux, à la professionnalisation des pratiques et à l'émergence d'une mathématique de recherche aux États-Unis, savoir et pratiques susceptibles d'être diffusés à leur tour en Europe. Derrière leurs auteurs, principalement des grands mathématiciens ou des professeurs renommés des deux continents, des acteurs des métiers du livre comme les bibliothèques et les librairies éditeurs, invisibles et moins spectaculairement mis à jour par l'historiographie, œuvrent aussi aux médiations savantes transatlantiques. Ils interviennent dans le processus de transfert d'une manière que cette communication, j'espère, propose d'expliciter et d'articuler plus largement aux circulations mathématiques entre les deux pays. Alors, les bibliothèques d'un côté, les libraires de l'autre. Dans ma thèse sur les circulations mathématiques entre la France et les États-Unis, je me suis rendu compte combien les rôles de ces lieux d'échange s'articulaient, se répondaient, se chevauchaient parfois, se complétaient ou se succédaient. La prise en compte croisée de leurs activités donne à voir des changements de la structure même des transferts entre les deux pays au cours du siècle. Il m'est évidemment impossible de traiter avec exhaustivité l'ensemble des situations existantes au XIXe siècle. Je propose donc une étude de cas en m'appuyant sur une double typologie des transferts d'ouvrages mathématiques entre la France et les États-Unis. D'une part, des transferts directs, ceux qui sont à l'œuvre dans la circulation d'ouvrages transférés dans leur langue d'origine, le français en l'espèce. Donc ce sera l'objet de ma première partie. Et d'autre part, des transferts que je nommerai indirects et qui ont pour support des traductions. Ça sera donc le second point de ma communication. Si l'essentiel de mon exposé reposera sur des exemples de circulation dirigée de la France vers les États-Unis, notamment en raison du rayonnement des mathématiques et des institutions françaises au début du XIXe siècle, je mettrai à jour aussi des transferts également réciproques d'ouest en est qui sont généralement ignorés par l'historiographie. L'histoire des bibliothèques et des librairies vues par l'angle des circulations mathématiques franco-américaines au début du XIXe siècle pourrait faire l'objet d'une seule communication. Parce qu'elle est le lieu par excellence du transfert des savoirs, la bibliothèque mérite l'attention de l'historien qui s'intéresse aux échanges, aux hybridations, aux circulations entre territoires scientifiques, linguistiques et culturels différents. Elle abrite et rend disponibles des ouvrages en langue étrangère ou des traductions, mais j'y reviendrai dans la seconde partie, qui permettent de faire dialoguer des espaces géographiques lointains. Ainsi, un coup d'œil rapide aux bibliothèques privées des professeurs des universités américaines ou des académiciens français révèle la présence, entre autres, de manuels et de journaux des deux pays. Quant au catalogue des bibliothèques institutionnelles, c'est-à-dire des universités et de sociétés savantes pour l'essentiel, cette présence est encore plus manifeste. Pour le cas d'Harvard, première diapositive, le catalogue mentionne par exemple les ouvrages de Boucharlat, Lacroix, Legendre, Lagrange, Descartes notamment, dans les domaines de l'arithmétique, de l'algèbre et de la géométrie, pour ne citer que ces domaines-là. Il s'agit pour la plupart de manuels, mais aussi de livres destinés à un public plus averti en mathématiques que celui des étudiants américains. Ainsi, sur le fond des ouvrages de mathématiques que contient la bibliothèque d'Harvard en 1830, voilà, je vais donner d'autres exemples, un cinquième des ouvrages sont français, et une autre petite partie sont des traductions de manuels français. Tous les autres ouvrages sont exclusivement d'origine britannique. En guise de second exemple, et pour avancer avec le siècle, voici un extrait du catalogue de la bibliothèque de la School of Mines, adossée au Columbia College dans les années 1860, qui est une école d'ingénieurs des mines. De très nombreux journaux français et manuels y sont déposés, et on y trouve également le cours de mathématiques de Sturm pour l'école polytechnique. Les catalogues des libraires et de leurs livres de comptes, des commandes qui leur sont passées, sont également des sources précieuses pour l'historien des transferts savants. Souvent adossées aux institutions d'enseignement, ces sources, que l'on aura soin d'articuler au contenu des bibliothèques et au curriculum des universités voisines, renseignent le chercheur sur les manques
les compléments, les changements en termes de contenu des connaissances disponibles pour un étudiant fréquentant telle ou telle université. La maison Bartlett, reprise par Sievers, située à 2 blocs d'Harvard, propose un catalogue d'ouvrages mathématiques dont la seconde colonne est spécifiquement dédiée aux ouvrages français. Il s'agit d'une liste qu'on pourrait comparer au contenu enseigné à l'université Harvard ou à la Lawrence Scientific School, une école d'excellence spécialisée dans la formation des ingénieurs qui est adossée à Harvard. Donc toutes deux voisines de cette librairie. Ainsi qu'elle est de celle des transferts savants, la question de la constitution de ce qu'on pourrait appeler le fonds français dans les bibliothèques et les librairies américaines renvoie à une logique qui n'est pas univoque. L'arrivée de nouveaux livres n'est pas dictée par des mécanismes autoritaires découlant d'une supposée supériorité des savoirs produits en France, mais relève bien de contingences liées au contexte scientifique, politique, pédagogique et éditoriaux qui évoluent avec le siècle. Le cas de l'Académie militaire des États-Unis et de la constitution de sa bibliothèque, que je vous propose à présent d'aborder, va me permettre d'éclairer ces questionnements. Alors avant de parler de la bibliothèque, quelques mots sur le contexte. Pour ceux qui ne sont pas familiers de l'Académie militaire des États-Unis, donc située à West Point, dans le nord de l'État de New York. Et dès le début des années 1810, les autorités fédérales américaines souhaitent réformer la formation des ingénieurs américains, qui sont donc formés depuis 1802 à West Point. Cette formation est jugée totalement défaillante par les autorités américaines, notamment en raison de la place rudimentaire accordée aux mathématiques dans la formation des ingénieurs. Les cadets américains, donc les élèves ingénieurs, officiers, étudient dans des livres anglais très généralistes, uniquement les calculs et des éléments très succincts de géométrie. L'algèbre, la géométrie descriptive et l'analyse, par exemple, ne sont pas enseignés. Il est alors question d'envoyer des officiers américains à Paris pour observer les méthodes et les cadres institutionnels qui entourent l'instruction des officiers français. Un plan qui se concrétise donc en 1815 avec le départ pour la France du major Sylvanus Tailler et du colonel William McCree, 2 officiers de l'armée des États-Unis. Ils sont chargés en France d'inspecter les écoles militaires et écoles d'ingénieurs et, c'est ça qui m'intéresse, de consulter les manuels d'enseignement et de sélectionner et d'acheter ceux qu'ils estiment nécessaires et adaptés à la formation des officiers. Et en cela, dans l'optique de la réforme de la structure des enseignements de l'Académie. En 1817, à son retour, Tailler lui-même est chargé par le président des États-Unis de mener à bien la réforme de l'Académie. Le secrétaire à la guerre lui demande ainsi « Sous vos auspices, l'Académie militaire sera portée à un degré de perfection correspondant aux vues du gouvernement et aux attentes du public. » Je cite. On confie alors à Tailler plusieurs missions afin de mener l'Académie à l'excellence. Je cite encore le secrétaire à la guerre, la division des cadets en classe, la mission des études académiques que chaque classe suivra pendant une année, les heures précises de présence de respectivement chaque professeur, la mission et la désignation du nombre nécessaire de professeurs assistants et la sélection des livres propres à chaque classe, c'est ça qui m'intéresse, sont des sujets qui demanderont beaucoup de votre attention et l'exercice du meilleur de vos jugements. Si les manuels sont explicitement mentionnés dans l'objectif de la réforme, c'est qu'avant la mission française de Tailler et McCree, la bibliothèque de West Point est essentiellement constituée d'ouvrages anglais et en très petit nombre. Les ouvrages de Thomas Simpson, William Emerson ou encore Charles Hutton, qui sont des auteurs anglais de la fin du XVIIIe siècle, constituent alors l'essentiel du catalogue de la bibliothèque de l'Académie. Les professeurs West Point, oui, alors voilà. De West Point, les professeurs de mathématiques de l'Académie se plaignent de l'absence de grands traités de mathématiques français. Pour Tailler, les manuels français sont plus adaptés à la formation des ingénieurs que ne le sont les livres britanniques. Claude Bérard, le bibliothécaire, décrit l'arrivée des ouvrages français, donc achetés à Paris par Tailler et McCree, comme le moment où la bibliothèque, je cite, « quitte son enfance et voit sa collection initialement constituée de quelques volumes recevoir de larges additions ». Fin de citation. Parmi les 320 titres achetés à Paris, dont la grande majorité concerne la tactique militaire ou l'histoire des grandes batailles européennes, une centaine d'entre eux sont des traités, des manuels et des ouvrages de mathématiques en usage en France. Toutes les branches des mathématiques sont concernées, des mathématiques pures aux mathématiques appliquées, pour reprendre une terminologie empruntée à Gergonne et à son journal. L'étude du fond, ah oui voilà, donc ça c'était j'en ai pas parlé, c'était un exemple, c'était un extrait du catalogue avant la réforme, donc avant 1817, où on ne voit apparaître que des ouvrages d'origine britannique. Voilà. Donc l'étude du fonds d'ouvrages achetés à Paris indique une prédominance des ouvrages du domaine de la fortification.
l'art de construire des places fortes en France intéresse tout particulièrement le secrétariat à la guerre. Tailleur et Macri rapportent donc de Paris, par exemple, l'architecture des forteresses de Mandar. Les ouvrages de balistique ne sont pas oubliés, on se procure des tables de portée de canon, des textes plus théoriques sur le mouvement des projectiles, comme le traité du mouvement des projectiles appliqué au tir des bouches à feu de Lombard, ou la description de l'art de fabriquer des canons de Monge. Quelques ouvrages d'arpentage viennent compléter l'arsenal du militaire ingénieur en campagne. Le grand nombre d'ouvrages d'astronomie achetés correspond à l'achat de tables, notamment les travaux de Delambre ou les tables abrégées et portatives du Soleil du baron Van Zach sont aussi ramenés de Paris et entreposés à la bibliothèque de l'Académie. Concernant les ouvrages de mathématiques pures, ce sont des livres de géométrie qui intéressent en premier les officiers américains, 11 titres achetés, puis d'analyse, 8 titres achetés, alors que les contingents de textes d'algèbre et d'arithmétique sont moins fournis. Les ouvrages de géométrie sont essentiellement des manuels élémentaires destinés prioritairement à l'enseignement, comme par exemple le manuel de Legendre, les éléments de géométrie. Il faut dire qu'avant la Réforme, la géométrie enseignée aux États-Unis est soit une géométrie pratique, construction de figures essentiellement, soit une géométrie très euclidienne, basée sur les classiques britanniques que sont les traductions d'Euclide produites par Playfair ou Simpson en Écosse. Or, cette géométrie qui n'utilise pas les outils modernes, pour citer les auteurs américains de l'époque, est jugée trop difficile, trop abstraite et écrite dans un ordre que les commentateurs n'estiment pas naturel pour un commençant en géométrie. Pour beaucoup d'auteurs, les manuels français répondent mieux aux exigences de l'enseignement pour des débutants en géométrie aux États-Unis. Un même genre de constat peut être dressé en algèbre. Les éléments d'algèbre de Garnier, les éléments d'algèbre de Bourdon, par exemple, sont achetés par Tailleur et Macri et sont plus indiqués pour un public étudiant à West Point qui débute en algèbre. Notons aussi que Tailleur achète des ouvrages beaucoup plus difficiles, comme le traité de la résolution des équations numériques de Lagrange. Les textes d'arithmétique sont aussi de deux types. On a des textes d'arithmétique pratique et on a aussi des textes qui sont destinés à des étudiants débutants en arithmétique. Enfin, en analyse, exception faite du traité élémentaire du calcul différentiel et du calcul intégral de Lacroix, les textes choisis ne sont pas destinés à l'enseignement. Je pense par exemple aux réflexions sur la métaphysique du calcul de Carnot, qui concernent plutôt des lecteurs assez avisés sur le sujet. Les ouvrages de mathématiques que Tailleur et Macri rapportent donc de France sont des ouvrages destinés à l'enseignement, certes, mais sont aussi voués à être diffusés auprès d'un public plus large que les élèves officiers, et ils participent donc d'un effort d'accroissement des connaissances rendues disponibles sur le territoire américain. Ainsi, en 1817, la bibliothèque devient adulte, pour paraphraser le bibliothécaire. Mais d'où viennent ces ouvrages? Où Tailleur et Macri se les sont-ils procurés? Eh bien, la naissance de la bibliothèque, en fait, doit beaucoup aux libraires parisiens. C'est l'objet de la suite de ma communication. Une très très grande partie, la quasi-exclusivité du fonds français, en fait, a été achetée entre 1815 et 1817 chez les libraires parisiens. Le secrétariat à la guerre leur avait alloué avant leur départ entre 6 000 et 8 000 $ rien que pour l'acquisition de supports imprimés. Dès l'automne 1815, Tailleur et Macri expliquent « Depuis notre arrivée, c'est-à-dire quelques mois après leur arrivée, nous avons surtout visité les différentes librairies militaires et avons acquis suffisamment de connaissances de leur contenu pour faire rapidement une bonne sélection d'1 millier de travaux. » Il faut noter que Paris constitue à l'époque l'un des centres européens majeurs de production et de diffusion éditoriale où se concentrent dans les domaines scientifiques, auteurs, lecteurs, mais aussi un grand nombre de librairies qui permettent la médiation du livre par son commerce. La correspondance des deux officiers indique le nom de 4 librairies visitées. Bon, c'est peut-être des noms qui vous diront rien, qui me disaient rien évidemment moi avant que je tombe dessus. Kilian, Tessier, Auvray et Piquet, et la nature aussi des achats qui ont été effectués dans ces librairies. Une lettre de Macri au secrétariat à la guerre confirme les dépenses. Nos dépenses pour le compte de l'Académie se montent à environ 19 000 francs, incluant 10 500 pour l'achat des livres, 3 500 pour les cartes, 4 500 pour la relure, etc. Donc chez Auvray, ils achètent plutôt des cartes, chez Piquet et Kilian plutôt des ouvrages, et ils font relier une partie de ces textes chez Tessier. Les deux officiers prennent l'initiative de fournir à chaque officier de West Point une copie personnelle des manuels qu'ils jugent indispensables pour l'enseignement dans une académie militaire, ce qui représente une douzaine d'exemplaires pour ces ouvrages en question. Ils ne se procurent qu'un ou plusieurs exemplaires des autres ouvrages.
Une lettre de Macri à l'attention du secrétaire à la guerre donne une idée assez précise du nombre total de volumes qui ont été envoyés à l'Académie militaire. Donc Macri écrit « Le major Tailleur et moi-même avons placé dans les mains de M. Carnes, marchand de Boston, 7 boîtes de livres de cartes à destination des USA. Ces boîtes contiennent entre 900 et 1000 volumes, cartes non comprises. » Donc c'est à peu près 1 millier de volumes qui est envoyé à l'Académie militaire et qui vont être déposés à la bibliothèque de West Point. Quels ouvrages choisir parmi la liste importante des textes en circulation en France? Les libraires leur fournissent un catalogue des livres de fond, les best-sellers et classiques des ventes en France dans les domaines des sciences militaires et du génie civil. Voici une facture éditée par la librairie Kilian pendant leur premier hiver à Paris. Cette facture fait état de l'achat d'un certain nombre d'ouvrages et de la commande de reliures. Dans la liste d'imprimés achetés, 2 textes concernent les mathématiques, les tables de logarithmes de Lalande et les éléments de géométrie de Legendre, un texte qui va avoir une histoire assez féconde aux États-Unis. La plupart des textes traitent ne traitent pas spécifiquement de mathématiques, mais plutôt de techniques de génie militaire. On a un traité de fortification, on a des ouvrages de métallurgie ou encore un ouvrage d'arpentage. Tous ces ouvrages sont imprimés à plusieurs centaines d'exemplaires par édition en France. L'exemple des tables de Lalande, qui a été acheté chez Kilian, est assez significatif. C'est un texte dont la première édition en 1801 a été tirée à 2000 exemplaires et en 1803, déjà 2500 exemplaires se sont vendus, ce qui est assez considérable pour un livre du début du XIXe siècle. Le tirage n'est pas évidemment le seul critère de choix pour les officiers américains, il y a aussi la réputation de l'auteur et le sujet et aussi évidemment l'intérêt pédagogique qui sont compris dans le contenu du texte. La liste des commerçants visités à Paris par Tailleur et Macri présente une curiosité, car dans cette liste-là, on ne trouve pas la librairie imprimerie éditeur Bachelier, qui est, disons, l'éditeur vendeur d'ouvrages mathématiques le plus connu à l'époque, le plus gros à l'époque. Et il n'est pas mentionné en fait dans la correspondance de Tailleur ni dans celle de Macri. Cependant, puisque l'étude des factures et des sommes dépensées par les 2 officiers dans les 4 boutiques, à peu près 3 300 $, correspond environ à la moitié de la somme allouée au départ, je l'avais dit entre 6 000 et 8 000 $, il est certain que les 2 officiers se sont rendus chez d'autres commerçants, comme les grands imprimeurs des textes scientifiques de l'époque, comme Bachelier. La géographie des libraires parisiens laisse également penser que Bachelier n'a pu être ignoré par Tailleur et Macri. La carte de Paris du début du XIXe siècle, sur laquelle j'ai reporté la localisation des librairies visitées, indique une concentration rive gauche, et Bachelier, qui est également présent dans ce petit carré, n'a pu, selon moi, être ignoré par Tailleur et Macri. Au cours de l'année 1816, Tailleur effectue un bref séjour à Berlin et y achète quelques ouvrages de tactique militaire. Le fonds Tailleur mentionne 9 ouvrages en langue allemande traitant tous de tactique militaire. Quelques achats sont également effectués à Londres. C'est principalement la librairie de Thomas Egerton et qui fait l'objet donc de l'attention des 2 officiers. Ils se procurent essentiellement des textes de tactique militaire, aucun texte de mathématiques, et aussi des textes sur l'histoire de la guerre. Ils divergent donc, les achats faits à Londres divergent donc en nombre, beaucoup moins d'achats, et en contenu des achats réalisés en France. Dans les décennies suivantes, les autorités de l'Académie militaire de West Point se tiennent informées de l'état de l'édition scientifique française. Elles n'hésitent pas à se faire envoyer des manuels et des catalogues de France, comme l'indique l'analyse des registres des correspondances du superintendant et du bibliothécaire déposés aux archives de West Point. Une demi-douzaine de maisons parisiennes sont alors sollicitées entre 1820 et 1860. Il faut insister sur le rôle des intermédiaires américains, libraires, éditeurs et autres courtiers, principalement basés à New York, qui facilitent l'achat et le transport des textes français vers les États-Unis. La librairie Larue, par exemple, traite directement avec un courtier à New York, chargé d'envoyer et de réceptionner les commandes depuis Paris. L'importation des manuels, des journaux ou des publications scientifiques s'appuie donc sur un réseau d'intermédiaires, libraires, sur le sol américain ou négociants dans le commerce de l'édition. Qu'en est-il de la nature des ouvrages achetés par la bibliothèque de West Point après la Réforme, donc entre 1820 et 1860 ? Les quelques factures, commandes ou récépissés de commandes que j'ai pu me procurer
montrent l'intérêt de l'Académie essentiellement pour les programmes, les curricula des grandes écoles d'ingénieurs françaises, comme ceux de l'École Polytechnique et de l'École des Ponts et Chaussées, ainsi que pour les journaux scientifiques français du XIXe siècle. Le journal le plus emblématique de cette veille scientifique est, sans nul doute, les comptes rendus, on ne le voit pas très bien, les comptes rendus de l'Académie des sciences achetés dès le début des années 1830. D'autres publications institutionnelles sont achetées par West Point, on ne le voit pas ici, les Annales des mines, les Annales des ponts et chaussées, par exemple. Des journaux davantage rédigés pour un public plus mixte sont également achetés par l'Académie, je pense aux Annales de chimie et de physique ou aux Nouvelles Annales de mathématiques. Il y a ici la volonté d'être informé de l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, davantage que celle d'intégrer dans les curricula de l'Académie les contenus exposés dans les programmes et dans les journaux. Les ouvrages de mathématiques élémentaires ne représentent alors plus qu'une toute petite part des achats effectués par l'Académie depuis la France, donc au profit de publications périodiques scientifiques davantage orientées vers la recherche. Si l'Académie militaire, tout comme les bibliothèques des autres universités américaines, diminuent leurs achats de manuels élémentaires de mathématiques français à partir des années 1830, c'est que le marché de l'édition scolaire américain se développe en intégrant les savoirs français via la traduction locale, domestique, de manuels français. C'est donc l'objet du second point de ma communication. Dans quel contexte culturel et éditorial sont produites ces traductions ? Comment qualifier et quantifier le rôle des métiers du livre, bibliothécaire, éditeur, libraire, dans le processus de traduction et la diffusion de ces nouveaux ouvrages? C'est donc l'objet du second point de ma communication et je vais m'appuyer sur 3 exemples. Le premier d'entre eux a pour cadre Harvard. Entre 1818 et 1830, on a donc le professeur de mathématiques qui s'appelle John Farrar, qui traduit, je peux te revenir en âge un peu vite, qui traduit pour son enseignement, pour son propre enseignement, une douzaine de manuels de mathématiques et de philosophie naturelle français, dont les ouvrages de Lacroix, Bézout, Legendre, pour ne citer qu'eux. Et ces textes remplacent en fait un ancien curriculum qui était basé essentiellement sur des pratiques et des méthodes d'enseignement britanniques. Or, la rédaction de traduction de manuels français survient dans un contexte institutionnel et savant remarquable, celui de la ville de Boston, la capitale de l'esprit des États-Unis à l'époque, le centre culturel et intellectuel de toute la Nouvelle-Angleterre. Boston héberge des mouvements et des institutions politiques, culturelles et savantes qui sont ouvertes sur le monde et qui s'insurgent contre le conformisme et le conservatisme des élites. Cette période de transformation concerne également le monde scientifique auquel John Farrar prend part. En effet, au début des années 1810, Farrar devient membre de l'Anthology Club de Boston. C'est une société savante qui est fondée en 1805 par un groupe de bostoniens lettrés. Le groupe se réunit très régulièrement sous la houlette du révérend William Emerson et fait paraître entre 1805 et 1811 leur revue baptisée The Monthly Anthology and Boston Review. Des hommes comme le président d'Harvard ou des professeurs d'Harvard se réunissent et côtoient donc des intellectuels de la région de Boston. Dans les premières années de la société savante, il est question de constituer une bibliothèque sur tous les sujets de la connaissance. Les membres font donation de journaux, de revues, de magazines et d'ouvrages. L'un des sociétaires, William Tudor, un homme d'affaires bostonien diplômé d'Harvard qui a passé la fin du XVIIIe siècle à voyager en France, offre plusieurs numéros de revues françaises, comme le Mercure de France ou la Décade. En 1806, cette collection devient disponible en salle de lecture, puis elle est organisée en 1807 au sein d'une véritable bibliothèque ouverte aux membres, le Boston Athenaeum, dont on voit une photo aujourd'hui. La collection de titres français est immédiatement très importante. Les annales du Muséum d'histoire naturelle, les annales de chimie, le journal de la littérature de France, le journal de l'école polytechnique, etc. Plus généralement, les journaux scientifiques américains ou étrangers sont bien représentés. Les membres de l'Anthology Club se donnent notamment pour mission de promouvoir et de diffuser le savoir, qu'il s'agisse de la littérature, des arts ou des sciences. Le club sollicite régulièrement de la part de ses membres et de ses souscripteurs, ou des souscripteurs de la bibliothèque, d'éventuels dons de périodiques français. Bientôt s'ouvre au cœur de l'Athénée un cabinet contenant, je cite, « les travaux de sciences dans toutes les langues, particulièrement les publications rares et chères, généralement non disponibles dans ce pays, les plus précieuses encyclopédies des arts et des sciences en anglais et en français,
des dictionnaires standards des principales langues modernes. Alors rien ne permet d'affirmer que Farrar, je reviens à mon professeur d'Harvard, ait fréquenté l'Athénée. Mais la liste des souscripteurs entre 1807 et 1850 ne mentionne pas son nom. Néanmoins, un faisceau d'arguments permet au moins d'attester des contacts avec les contenus savants disponibles à la bibliothèque entre 1807 et 1818. Nous avons déjà parlé des personnalités d'Harvard, donc les professeurs et le président de l'université, qui participent à la création de l'Anthology Club et que Farrar côtoie à Cambridge. Il est également établi que Farrar lit les travaux et les publications de la Société savante d'Arcueil. Or, les mémoires de la Société d'Arcueil composent une partie du catalogue de l'Athénée et participent à la diffusion du savoir scientifique produit en France. Il est donc probable que le professeur d'Harvard se les soit procuré. Par ailleurs, Farrar, je l'ai dit, est proche de Tudor. Donc ça, oui, je n'ai pas tourné cette diapositive, ce sont le fond donc, de l'Athénée. Voilà, donc Farrar est proche donc, de Tudor, cet intellectuel bostonien, un des cofondateurs d'une revue qui était très, très diffusée au XIXe siècle, une revue américaine généraliste qui s'appelle la North American Review, fondée en 1815. Tudor donc, est le rédacteur en chef à l'époque, à la fin des années 1810, en est le rédacteur en chef. Et dans sa revue, il porte attention sur la littérature, la politique et les relations internationales. Ses intérêts marquent profondément la ligne éditoriale de la revue des premières années, qui avertit des nouvelles publications en matière de littérature et de sciences. Très vite, le journal s'ouvre ainsi à presque tous les pans de la culture et de l'éducation. Et il paraît très régulièrement, 4 fois par an. En 1816, Farrar en devient un très important contributeur et il va publier notamment des textes de mathématiques qui renvoient très explicitement aux mathématiques produites en France. Dans les années 1810-1820, grâce à ses contacts et à sa participation à la North American Review, John Farrar se trouve donc plongé au cœur des réseaux savants bostoniens où les savoirs étrangers, notamment français, sont rendus disponibles. La fréquentation de l'Athénée, articulée aux besoins de nouveaux textes pour son enseignement, contribue donc à la rédaction et à la publication de traductions de manuels français. Au cours du siècle, on assiste à un changement dans le processus de traduction des manuels français. Le rôle des libraires-éditeurs va alors devenir croissant, comme le montre mon second exemple, celui de Charles Davis. Charles Davis est un professeur de mathématiques à West Point entre 1823 et 1836. À partir des années 1830, il se lance, comme son homologue d'Harvard, dans la rédaction d'adaptations de manuels pour son enseignement, mais en transformant plus ostensiblement les contenus originaux que ne le faisait Farrar. Il y a Legendre également, en géométrie. Il y a un traité de géométrie descriptive qui s'appuie notamment sur les textes de Lacroix et de Monge. Il y a Bourdon en algèbre, je crois que c'est Bourdon en algèbre qu'il traduit en 1835, Biot en géométrie analytique, Boucharlat en analyse, etc., etc. Je pourrais continuer assez longtemps. Les premières éditions des textes de Davis concernent le public des étudiants de l'Académie militaire, mais très rapidement, ces manuels sont intégrés à de très nombreux curricula et catalogues des bibliothèques des universités américaines. Certes, le style Davis explique en partie la diffusion de ces ouvrages sur le territoire américain. Les contenus et les méthodes pédagogiques proposées, qui allient les méthodes françaises et les méthodes anglaises, très prisées par les lecteurs américains, expliquent sans doute le succès de ces manuels. Mais si ces ouvrages deviennent dans les années 1840-1850 des standards de l'enseignement américain, c'est aussi en partie grâce à un libraire-éditeur. En 1838, Charles Davis rencontre Alfred Barnes, un jeune éditeur du Connecticut qui cherche à faire prospérer son affaire. Après cette date, tous les ouvrages et rééditions de Charles Davis sont publiés par Barnes et compagnie. L'utilisation des manuels de Davis à West Point assure une bonne publicité au texte, aidé en cela par les talents du représentant de Barnes qui se rend dans les collèges, dans les universités, pour accroître la popularité des textes. Dans les années 1850, Barnes et Davis organisent l'ensemble des manuels et des nombreuses rééditions de l'auteur en sous-séries, dont une entièrement destinée aux étudiants des universités et appelée la Davis Collegiate Course of Mathematics. La série comporte 7 ouvrages qui sont les traductions de Bourdon, Biot ou Legendre. Elle connaît alors un succès considérable et sera rééditée plus de 200 fois, faisant d'elle un national standard, pour reprendre les commentateurs de l'époque.
De même, une série est consacrée aux élèves des high school, donc pour le secondaire. Et à cet effet, Barnes va sillonner les routes américaines pour vendre le texte dans les académies et les lycées américains, comme l'indique cette citation tirée du Magazine of American History. La publicité et les efforts de communication mis en place par Barnes expliquent l'exceptionnelle diffusion des ouvrages de Davis, ainsi que la renommée acquise par ces textes lors des premières années. Dès lors, le professeur de Davis devient le, je cite, « premier businessman des mathématiques », pour reprendre les mots d'Amy Ackerberg Hastings, qui a consacré sa thèse sur la géométrie aux États-Unis, et notamment sur Charles Davis. Les ventes cumulées de ces ouvrages atteignent 7 millions d'exemplaires en 1875, soit près de 350 000 par an. Le processus d'intégration des libraires-éditeurs dans la production et la diffusion des traductions est particulièrement visible dans le dernier cas de mon étude, celui du retour en France de la traduction américaine de la mécanique céleste de Laplace dans les années 1830. Alors, pour revenir un petit peu sur l'histoire de ce texte, entre 1829 et 1839, le mathématicien américain Nathaniel Bowditch publie à Boston 4 volumes de la mécanique céleste by the Marquis de Laplace, translated with a commentary. Ce titre évoque donc une traduction de la mécanique céleste de Pierre-Simon de Laplace, dont le premier volume avait paru en France en 1799. Dans le cadre de la circulation des idées, ce texte de Bowditch mérite une attention particulière parce qu'elle bénéficie d'une très large diffusion dans les cercles savants français, ce qui est assez exceptionnel pour un texte américain de l'époque. Or, si la traduction de Bowditch retraverse l'Atlantique, c'est en partie grâce à la qualité du texte, mais c'est aussi en raison des réseaux de distribution qui se mettent en place entre Boston et Paris à cette époque. L'étude de cette circulation matérielle sur une période de 10 ans met en évidence le rôle grandissant des éditeurs dans le processus de diffusion des ouvrages scientifiques que je me propose très rapidement d'expliciter. L'étude de la correspondance de l'auteur américain, donc de Bowditch, montre qu'il destine au départ, en 1829, une dizaine d'exemplaires de son premier volume à des savants français, comme Lacroix, Legendre, Puissant, Arago ou Fourier, pour ne citer que quelques noms. En raison des frais postaux très élevés dont l'expéditeur d'un colis doit s'acquitter pour envoyer son ouvrage en France, au cours de la première moitié du XIXe siècle, Bowditch n'a que très peu recours aux services postaux pour faire parvenir aux Français son texte. La propre sociabilisation de l'auteur lui donne les moyens de solliciter des Américains en partance pour l'Europe et qui transportent le texte vers Paris. Ainsi, en 1829, Bowditch confie plusieurs exemplaires du premier volume de sa traduction à Ruben Diamond Musset, c'est l'un de ces deux personnages, et lui demande de le distribuer à 6 savants, donc les savants français dont j'ai parlé un peu plus haut. En 1829, ce médecin, Musset, est un ami de Bowditch et en fait il entreprend un voyage en Europe pour suivre des cours de médecine à la faculté de Paris. Plusieurs des courriers que Bowditch envoie aux savants français introduisent formellement ce médecin comme le porteur transatlantique du texte. Un an plus tard, il fait appel à son propre fils pour transporter les volumes suivants de la traduction aux mêmes savants français. Une fois arrivé à Paris, Musset et le fils de Bowditch ne remettent pas en personne les exemplaires à leur destinataire. Oui, les savants français sont là. Un intermédiaire, qui est donc au centre de ma diapositive, un intermédiaire déjà introduit dans les milieux savants parisiens, aux relations sociales et diplomatiques très établies, va accomplir cette tâche. Il s'agit de l'ancien consul des États-Unis en France, David Bailey Warden, qui est une figure assez méconnue des relations transatlantiques, mais sur lequel je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui. Ce qui est important ici, c'est de constater combien ces hommes n'entretiennent avec la traduction de la mécanique céleste de liens scientifiques ou éditoriaux d'aucune sorte. À partir de la traduction du 3e volume, la diffusion matérielle du texte commence à être soutenue par le monde de l'édition et le rôle des professionnels du livre dans la diffusion matérielle du texte va s'accentuer avant la fin de la décennie 1830. À la mort de leur père, en 1838, ce sont les fils de l'auteur américain, Henry, Nathaniel, Jonathan et William Bowditch, qui se chargent de la mise en page du 4e volume de la traduction, qui paraît finalement en 1839. Le transport et la diffusion matérielle de l'ouvrage s'effectuent alors très différemment des premiers volumes. Il n'est plus question de compter sur les voyageurs américains qui se rendent en Europe, ni même sur les réseaux de Warden, mais bien davantage sur des intermédiaires professionnels de l'édition.
C'est par exemple Joseph Lovering, un agent de Edward et compagnie, qui est chargé par la famille Bowditch du transport du livre vers la France. Edward et compagnie représente en France Little and Brown, qui est l'éditeur bostonien de la traduction de la Mécanique céleste. Il semble que des arrangements financiers soient mis en place entre Little and Brown et Bachelier, qui vend dorénavant l'ouvrage à Paris. La commercialisation du texte montre un changement de statut de la traduction. Au début des années 1840, même si les fils Bowditch correspondent toujours avec Warden, essentiellement pour l'informer des modalités d'arrivée du texte à Paris, celui-ci n'est plus chargé d'en assurer la promotion ni la diffusion. L'emprise des libraires et éditeurs sur la diffusion du dernier volume et de l'ensemble de l'œuvre est alors manifeste. Elle s'explique par un mouvement de structuration et d'industrialisation des professions de l'édition, et je la corrélerai aussi à la renommée acquise par l'œuvre en France, c'est-à-dire à la médiatisation de l'auteur, ainsi qu'à la source possible de revenus qu'espèrent en tirer Bachelier, Little and Brown et les fils Bowditch. J'en viens à ma conclusion. Au début du XIXe siècle, je bois avant. Au début du XIXe siècle, les bibliothèques institutionnelles, principalement des universités ou des sociétés savantes, constituent des lieux de réception, de conservation et de diffusion des ouvrages et journaux étrangers, d'autant plus importants dans le cas des États-Unis, où la pratique et l'enseignement des mathématiques ne sont ni autonomes ni professionnalisés. Les livres français sont rapportés de France par des voyageurs qui se fournissent chez les libraires parisiens. Alors que le siècle avance, l'augmentation de la population et donc des étudiants à qui il faut enseigner, ainsi que le développement des innovations techniques de l'impression, permettent l'essor et la structuration d'un marché du livre scolaire domestique. L'écriture de traductions de manuels français, motivée au début du siècle par des questions essentiellement pédagogiques, liées au transfert des connaissances étrangères, Farrar publie, je l'ai dit tout à l'heure, pour son propre enseignement, croise à partir des années 1830 des enjeux financiers. Les auteurs-professeurs s'entourent de professionnels que sont les éditeurs pour assurer une plus large diffusion dans les écoles ou les universités, meilleure que celle que leur autorisent les bibliothèques. Sans doute le résultat d'une baisse des coûts et des délais de communication et de transport, cette intégration des marchés par les intermédiaires que sont les éditeurs répond également au besoin plus pressant de voir les informations circuler et les acteurs, libraires, intermédiaires, auteurs, payés tous trois plus rapidement qu'avant. Dans les années 1840, le cas de la circulation matérielle de la mécanique céleste, résultat d'un arrangement entre acteurs, en est un remarquable exemple. Il préfigure les mutations que la circulation internationale du livre va connaître dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous la pression de ces mêmes acteurs qui voient leurs ouvrages être vendus, repris, adaptés à l'étranger sans aucune contrepartie financière, ni cadre juridique. Des conventions bilatérales sont progressivement passées pour protéger la circulation des œuvres étrangères à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Il s'agit alors de faciliter la diffusion des textes et de la rémunération de tous les individus, partie prenante du monde de l'édition. Cette protection des œuvres peine néanmoins à se mettre en place car à la fin du siècle, des éditeurs, Norbert le sait bien, se plaignent toujours de reprises illégales de leurs œuvres. Je vous remercie. Des questions? Bonjour. Oui, merci pour cet exposé. J'ai été impressionné par les chiffres astronomiques de vente de ces manuels. Et la question que je me posais, c'était quel est l'usage de ces manuels dans les établissements? C'est-à-dire, la question est en particulier pour la première moitié du 19e, la question qui se pose en France, c'est souvent de savoir si les manuels, c'est les manuels du prof ou si c'est les manuels des élèves. Et donc avec souvent une certaine méconnaissance aussi sur les volumes de production, etc. Et donc je me demandais s'il n'y avait pas une différence, est-ce que les manuels sont donnés aux élèves, tu as dit souvent ils font partie du curriculum. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas des différences avec la France? Oui, alors effectivement, quand on regarde un programme d'enseignement dans les universités américaines, on voit, à côté du nom de la discipline, on voit directement le manuel qui est associé. À partir des années 1790-1800, les grosses universités américaines exigent que chacun de leurs étudiants ait un manuel, en tout cas pour les mathématiques. Donc le rôle du manuel n'est pas perçu de la même façon qu'en France. Les étudiants doivent avoir un manuel pour travailler avec. Après, la question se pose comme pour la France, c'est-à-dire qu'est-ce qui, des contenus
qui sont écrits dans les manuels sont réellement diffusés auprès des élèves, cette même question se pose. Moi, je n'ai pas de source qui me permette de dire, voilà, sur un texte qui a tel contenu, qui a tel sommaire, qui a telle table des matières, qu'est-ce qui a concrètement été étudié par les élèves. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que les élèves, effectivement, avaient un manuel, en tout cas pour les universités. Pour les high school, c'est un peu plus compliqué de savoir si, parce qu'on a moins de sources, pour savoir si tous les élèves avaient un manuel ou pas, ou si c'était seulement l'enseignant qui était détenteur du texte, mais compte tenu des volumes qui sont vendus, on peut croire effectivement que beaucoup d'élèves avaient un texte. Je parle des high school, hein, c'est-à-dire c'est des structures qui s'apparentent au lycée, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et puis ce sont des structures qui sont naissantes là, à ma période. 1840, ce sont des structures qui sont naissantes et on a quand même relativement peu de high school. En 1840, on en a moins d'une cinquantaine dans le nord-est des États-Unis. Oui, je me demandais si tu avais des éléments sur, disons, les bibliothèques privées, même individuelles hein, dans certains cas, qui pourraient d'une certaine manière aussi montrer les limites, disons, de cette croissance du marché de l'édition. C'est-à-dire finalement une partie du paysage éditorial qui resterait non viable en fait aux États-Unis et qu'on retrouverait justement dans les bibliothèques privées. Et je sais qu'à la fin du 19e siècle, par exemple, il y a un certain nombre de mathématiciens aux États-Unis qui ont dans leur propre bibliothèque en fait un fonds nettement supérieur à celui de leur université, par exemple, et sont pour cette raison en fait consultés par d'autres mathématiciens aux États-Unis pour leur emprunter tel ou tel ouvrage. Donc, je ne sais pas si tu as des informations. Non, j'ai pas pu consulter, j'ai pas à ma disposition de fonds privés, mais oui, c'est tout à fait exact. J'ai une liste de... Ce que j'ai une liste qui a été éditée en 1950 de tous les ouvrages de mathématiques publiés aux États-Unis entre 1800 et 1850. Donc c'est à peu près 1 millier de textes. Et ces textes-là, par exemple, une toute petite partie se retrouve notamment, alors c'est un des moyens d'évaluer la diffusion d'un texte, ce n'est pas le seul, mais une toute petite partie de ces textes se retrouve dans les curriculums des universités ou des high schools américaines. Donc on a clairement toute une grande partie, je pense la majorité de la partie du paysage éditorial qui finalement est peu utilisée. Et on a quelques noms qui trustent l'essentiel en fait, des tirages. Donc là, il y a Davis, j'ai d'autres noms en tête, hein, mais je dirais 10-12 auteurs entre 1800 et 1850 voilà, trustent l'essentiel des tirages et se retrouvent dans les curricula des grandes universités, effectivement. Mais non, je n'ai pas à ma disposition des fonds privés, ce serait intéressant, effectivement. Oui, je sais pas si le débat pour le choix du transfert de livres, notamment pour West Point, entre méthode analytique, méthode géométrique, parce que finalement, ce débat se trouve aussi bien en France qu'en Angleterre. Donc, est-ce que le critère de choix des transferts de livres, c'était fondé par effectivement le choix de telle ou telle méthode? Pour West Point, il n'y a pas de débat. Donc Thayer estime, comme disons l'administration de Washington, estime que les manuels français, les méthodes enseignées en France sont nettement supérieures aux méthodes qui étaient jusque-là en usage. Donc il n'y a pas de débat. Par contre, dans les autres universités, notamment à Harvard ou Yale, enfin dans les universités de la côte Est, et plus généralement au niveau des auteurs eux-mêmes de manuels, les auteurs américains de manuels, qui se retrouvent confrontés à l'arrivée de textes français, là se met en place véritablement un débat. Donc, par exemple, quand Farrar, qui est le premier auteur américain à traduire très littéralement les textes français, donc qui sont des méthodes pédagogiques très radicalement différentes des usages, là on voit se mettre en place toute une critique parce que ces textes-là tranchent tellement avec les usages qu'ils en deviennent très compliqués à mettre en place dans les universités. Il renvoie à des connaissances, mais pas qu'à des connaissances, aussi à des méthodes pédagogiques, à des méthodes de présentation des mathématiques qui sont radicalement différentes des méthodes en usage. Et donc, il y a déjà un problème de transmission. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre les étudiants qui baignent dans un univers qui n'est pas celui-ci? Et puis, il y a un deuxième problème, c'est un problème financier. Quand on édite un manuel qui est tellement novateur, entre guillemets, ou tellement différent du marché, du paysage éditorial, on court le risque de ne pas vendre son texte. Donc là, à partir des années 1830, il y a une espèce de revirement et les auteurs comme Davis ou les auteurs qui vont suivre vont continuer à traduire des textes français, mais ils vont clairement modérer l'aspect analytique des méthodes françaises pour revenir à des méthodes, disons, d'inspiration plus anglaise et tenter de mixer ces deux-là. Donc c'est un petit peu ce qui se passe. Ce processus d'adaptation va courir pendant tout le 19e siècle pour au final, je dirais vers la fin du siècle,
on va toujours avoir des textes, par exemple, les éléments de géométrie de Legendre, et quand on regarde le texte, en fait, ne subsiste plus que la couverture. À l'intérieur, le texte français a quasiment complètement été broyé, mixé avec les usages locaux, et on ne reconnaît plus le texte d'origine, si ce n'est le nom sur la couverture qui permet d'en assurer les ventes. Question ?